Bienvenue à chacun de vous sur ce podcast de la famille, un podcast pour inspirer et valoriser les familles. Ce podcast vous est proposé par la Confédération nationale des AFC et aujourd'hui on reçoit Axel Triard avec qui on va parler de maternité, de difficultés mais aussi et surtout de joie liées à la maternité. Bonjour Axel. Bonjour Martin. Axel Triard a fait des études de philosophie et de psychologie. Elle est la fondatrice de la structure Elle de Maman. Elle est aussi auteure du livre Au secours, je me noie, comprendre et éviter le burn-out maternel. Et elle est aussi présidente de l'association Le défi des femmes d'aujourd'hui. Axel Triard, est-ce que tu pourrais nous faire un état des lieux de la maternité dans ce début du 21e siècle ? Un point principal, quand on voit médiatiquement comment est traitée la maternité. Il y a une vingtaine d'années, je dirais que c'était l'époque de la Wonder Woman. La femme devait tout faire, elle devait être femme et mère parfaitement. Ensuite est venu le temps de la charge mentale, où la mère a commencé à se plaindre, et on comprend, parce qu'elle en faisait trop. Et voilà aujourd'hui qu'on arrive à l'époque du regret d'être mère, avec la sociologue israélienne Orna Donat, et même je l'ai vu encore sur Instagram hier, avec le livre de Astrid Deligny qui s'appelle « Le regret maternel » et elle dit précisément « J'aime mon fils plus que tout, mais si c'était à refaire, je n'aurais pas d'enfant ». Ce qui nous mène tout droit au mouvement actuel qui est le mouvement No Kids, qui a reçu d'ailleurs une belle réponse avec le livre de Azilis Lecor « L'enfant et l'avenir de l'homme ». Sociologiquement, c'est bien quand même d'avoir en tête que demain, un tiers des femmes ne voudront plus d'enfants. C'est beaucoup. Et on est à 1,6 enfants par femme en France. J'aime beaucoup le 1,6. Voilà, on coupe les enfants en morceaux. Mais bon, on sait bien ce que ça veut dire. C'est peu, c'est trop peu. Et dans le métro parisien, il m'arrive souvent de voir des jeunes couples très épanouis. Autrefois, ils avaient un petit bébé. Aujourd'hui, ils ont un petit chiot. Et on est aussi avec 45% de couples qui divorcent. Donc le panorama, il n'est pas très gai, mais il faut le regarder en face pour pouvoir parler justement de cette maternité. Alors moi, je trouve ça important de faire un rapide décryptage. En réfléchissant, on se rend compte qu'en fait, autrefois, jusqu'au 19e siècle, être femme, c'était être mère. Et être mère, c'était être femme. Les deux étaient complètement imbriqués. La nouveauté des 20e et 21e siècles, les nouveautés médicales, les contraceptions, etc., font qu'aujourd'hui, on est rentré dans ce qu'on appelle une parentalité responsable avec une dissociation de la féminité et de la maternité. C'est tout à fait nouveau que la maternité devienne une option dans la vie de la femme. C'est tout à fait nouveau, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Et résultat, concernant la maternité, on arrive à une immense liberté. Ça veut dire que les hommes et les femmes vont faire, entre guillemets, faire des enfants s'ils en ont le désir. La notion de désir n'existait pas, elle est liée à tout ce qui est psychanalyse, bien sûr. La notion de désir, et on va avoir un enfant, entre guillemets, en conscience, ce qui est complètement nouveau. Ça veut dire que les femmes vont choisir d'avoir un enfant ou pas, vont choisir le moment d'avoir un enfant, et c'est bien aussi de rappeler que reste cette orientation de la nature. La femme reste, des guillemets encore, faite pour porter un enfant, bien sûr, mais ce n'est plus une obligation comme autrefois. Donc c'est un nouveau panorama. Et comment la maternité va pouvoir se vivre et prendre, je veux dire, se frayer un chemin dans la situation du début du XXIe siècle que je viens de décrire. Bien sûr. En préparant ce podcast, Axel, j'ai compris que toi, tu avais toujours désiré être mère. Oui, moi je fais partie des petites filles qui avaient envie d'être maman. Comment l'expliquer, même au bout de 50 ans de divorce avec un psychanalyste, je ne suis même pas sûre que je saurais pourquoi. J'ai eu envie d'être maman. Je me souviens avoir fait un jour un babysitting, je gardais un petit nouveau-né et je prenais ce petit nouveau-né dans mes bras et c'était tripal, comme on dit. Ça me faisait mais vraiment vibrer au plus profond de moi. Je suis fascinée par le fait de donner la vie encore aujourd'hui, après mes 6 enfants. Je reste fascinée. Je me suis même posé la question d'être sage-femme. Voilà, donc pour moi, la maternité est quelque chose, est une réalité
extraordinaire. Et je suis très heureuse de pouvoir faire ce témoignage aujourd'hui sur la maternité. Un témoignage résolument positif, qui n'édulcore pas du tout les difficultés, mais positif parce que vraiment, la maternité, c'est une grande chance dans la vie d'une femme. Et en quoi justement est-ce vraiment une belle aventure comme tu le dis? J'y ai bien réfléchi et je me suis dit finalement, qu'est-ce qui me fait dire que c'est une chance, c'est une merveilleuse aventure? Spontanément, je réponds, je sais pourquoi je me lève le matin. Je vis une folle histoire d'amour, pas que, parce que parfois c'est compliqué, mais dans cette relation qu'on a avec l'enfant, même si le lien est compliqué, même si quelquefois il ne se met pas en place, même s'il y a quand même quelque chose d'incroyablement dense dans cette relation humaine qu'on trouve que dans la maternité. Je parle de concentré d'amour fou, un peu comme quelque chose de nucléaire. Je suis reliée à un petit homme qui dépend de moi pour vivre. À la base, c'est ça. Alors après, bien sûr, il y a des suppléments, enfin, il y a des personnes qui vont pouvoir prendre soin de ce petit homme. Je pense à plein de réalités que j'ai pu croiser, mais n'empêche qu'à la base, c'est ça. Et c'est fou de penser que je suis la bonne fée de ce petit être qui vient au monde. Je le fais grandir aussi, ce petit homme qui m'est confié ou cette petite fille qui m'est confiée. Et j'ai envie de dire, ne serait-ce pas le plus beau des travaux, le plus beau taf au monde, d'élever un enfant et non pas de le gérer. Je dis bien une différence. Et finalement, eh ben, je ne m'ennuie jamais. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Oui. J'ajouterais, alors avec Marie Robert, qui est fondatrice d'un podcast qui s'appelle Philosophie Sexy, qui a sorti beaucoup de bouquins de philo. 4 autres points. Je me découvre moi-même à travers la maternité. Je découvre mes limites, mais aussi tout ce dont je suis capable. Voilà, je vis un petit grain de folie en rentrant dans l'imprévisible, dans l'inattendu, parce que tous les jours, il y a de l'imprévisible et de l'inattendu quand on est maman. Alors, quelquefois, c'est fatigant, c'est même très fatigant, mais enfin, c'est quand même assez exaltant. Je rentre aussi, dit Marie Robert, dans un processus créatif. Et finalement, on se rend compte que dans nos vies, ce qui nous stimule, ce qui nous rend fiers, ce qui nous apporte de la satisfaction, c'est d'être dans cette création, cette créativité. Et avec la maternité, on ne fait pas mieux comme processus créatif. Et dernier point qui est très, très intéressant aussi, je m'oblige à être quelqu'un de bien. Parce que quand j'ai un petit homme ou une petite bonne femme qui me regarde avec ses petits yeux et qui voit comment j'agis, bah attention, ce n'est pas le moment de mal se comporter. Donc ce sont quand même des points qui sont bien essentiels et qui me font dire que oui, la maternité est une très belle aventure. Et puis, je dirais que la maternité, c'est un cadeau de la vie incroyable. Je dirais aussi que c'est une aventure, un peu comme un Vendée Globe. Je pense à Violette d'Orange, je crois. Voilà. Et oui, c'est un Vendée Globe en un peu plus long, mais voilà, c'est comme un Vendée Globe. Je dirais qu'aussi être mère, comme je disais tout à l'heure, c'est donner du sens à sa vie et sortir de ce que j'entends chez les jeunes, je l'ai entendu à la radio encore il y a 2 jours, sortir du flemme de vivre, peur de mourir. Là, on n'est plus dans la flemme de vivre quand on est maman, ça n'existe plus. Être mère, c'est bien sûr cette opportunité de grandir humainement parlant. Il y a des études qui ont prouvé que du côté du cerveau, il y avait une augmentation des connexions neuronales pendant la grossesse et après l'accouchement, comme si le corps se préparait à ce surcroît comment dire, à ce surcroît oui, de travail, de sollicitation qu'il va y avoir. Et bien, le cerveau se prépare tranquillement. Être mère, c'est aussi se décentrer de soi, sortir de soi, vivre le déplacement de son centre. J'ai entendu ça, je crois, c'était sur Danse avec les stars. J'avais bien aimé cette expression, vivre un déplacement de son centre. Et être mère, c'est apprendre à se donner, mais aussi à recevoir, et à donner et à recevoir, entrer dans ce mouvement qui est un mouvement profondément humain. Et je rajoute, c'est peut-être ce que je préfère, c'est aussi être mère, c'est rajeunir notre vieux monde et lui donner un souffle d'innocence. Et là, je cite François Garagnon dans Les Merveilleuses Merveilleuses. Les Merveilleuses Merveilleuses. Je t'ai donné la vie comme on donne le jour à un rêve. Je voulais mettre de la joie en toi et sous mon toit. Je voulais faire résonner des rires et des chansons pour rajeunir notre vieux monde. Je trouve
trouve ça magnifique et je pense que oui, la maternité et d'ailleurs la parentalité, hein, ça marche aussi pour la paternité, a cette fonction de rajeunir notre vie au monde. Et toi, Axel, donc tu as eu 6 enfants, c'est quand même une belle et grande famille. Une belle aventure d'abord, hein. Une Voilà. belle aventure. Alors, avec mon mari, puisque nous sommes mariés, on avait le désir d'une grande famille. On ne savait pas combien d'enfants exactement on voulait. Je vois que les jeunes couples sont un peu plus carrés sur le sujet, pourquoi pas. J'ai envie de dire, la vie se charge parfois aussi de faire bouger les lignes, hein. Bref. Donc, alors non, je n'ai pas eu une grande famille. Nous avons eu une grande famille. Et j'aime bien dire que, en fait, toute seule, non, même pas possible. Moi, je fais partie des femmes qui n'auraient jamais eu un bébé toute seule, du moins consciemment. Après, la vie parfois nous met dans des situations périlleuses, mais voilà. Donc non, moi, j'avais un besoin viscéral d'avoir un homme, en l'occurrence mon mari, à mes côtés, qui a apporté de la stabilité, de la sérénité, de la sécurité. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai noté que la fameuse philosophe Marie Robert disait la même chose. En fait, aujourd'hui, donc on a des enfants en conscience. Et elle disait, pour la femme, elle, personnellement, vivre cette responsabilité d'avoir un enfant toute seule, pareil, elle disait non. Moi, j'ai besoin d'un collectif. C'est trop lourd, c'est une charge trop importante et il me faut quelqu'un à côté de moi. Donc, voilà. Ça rejoint d'ailleurs le dicton, il faut un village pour élever un enfant. Donc, voilà, nous avons eu nos 6 enfants et je reprends là une expression d'une participante de l'émission XXL que j'ai rencontrée et qui disait « Chacun de nos enfants a été plus ou moins une surprise ». Et je trouve ça très sympathique et tellement vrai, parce qu'au final, bon, effectivement, on est quand même dans une responsabilité paternelle et maternelle, on ne fait pas n'importe quoi, on essaye, entre guillemets, de gérer l'arrivée de nos enfants, non pas gérer les enfants, j'aurais dit, mais de gérer leur arrivée. Mais bon, malgré tout, quelquefois, les choses ne se passent pas forcément exactement comme prévu. Et parfois, on se retrouve, comme ça a été notre cas, avec un premier enfant, une longue interruption que nous ne souhaitions pas. Ça, c'est voilà, ce qu'on veut et ce que la nature nous apporte. Et ensuite, 3 enfants que nous avons eus, moi étant sous traitement médical, donc ce qui est quand même pas rien. Et puis ensuite, à peu près la certitude que notre famille était, voilà, que voilà, nous avions nos 4 enfants. Et puis en fait, comme je dis inconsciemment, notre famille, elle n'était pas terminée. Et il y a encore 2 petits bouts qui nous sont un peu tombés du ciel. Et heureusement, je le dis souvent, heureusement, sans traitement. Et voilà, donc finalement, oui, il y a nos prévisions, il y a notre gestion humaine, et puis il y a ce que la vie fait. Et heureusement, parce que tout ce qui est maternité, paternité, notamment maternité, c'est tout sauf carré, hein, cette aventure. Hein. C'est sans arrêt des surprises bonnes ou plus délicates. Mais voilà, donc ça nous prépare à ça. Et puis on a eu notre petit 6e enfant, que j'appelle la cerise, qui était tout de même un enfant avec une trisomie 21. Les 2 enfants juste au-dessus étaient très très jeunes. Donc, sur le coup, pour nous, ça n'était pas possible d'accueillir cet enfant. C'était trop, mais trop écrit en lettres capitales. Voilà. Et je repense à cette phrase qu'on connaît tous. J'ai été voir, elle est de Mark Twain, qui est l'auteur des aventures de Tom Sawyer. Et il disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est ce qu'on a vécu avec l'arrivée de notre garçon, avec sa trisomie 21. Heureusement, bien sûr qu'il est là. L'acceptation a été difficile, je l'ai déjà raconté, mais pas que. J'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, il est né. Le lendemain de sa naissance, j'ai pleuré du matin jusqu'au soir. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, mais quand je dis pleurer, c'est la réalité, non-stop. Je n'ai fait que pleurer et je pense que j'ai fait le deuil ce jour-là de tout ce que ce petit bonhomme, voilà, tout le deuil que je devais faire autour de sa naissance. Et résultat après, ça a été que du bonheur. Vraiment, et je peux dire que nous avons savouré ces premiers moments, l'allaitement, ses premiers pas. Waouh, on a eu beaucoup de chance de ce point de vue-là. C'est pas comme ça pour tous les parents. Voilà. Mais en tous les cas,
avec cet enfant, moi j'aime bien dire quand même ce qu'il nous a apporté, il nous apporte encore. Il nous a fait entrer dans une nouvelle dimension. La dimension, c'est ni 3D ni 4D, c'est la D-Triso 21. C'est réellement une autre dimension dans la vie. Quelle chance! Des rencontres formidables, incroyables. Enfin, humainement, c'est d'une richesse inouïe. C'est un enfant qui est jeune maintenant, il a 18 ans, qui nous oblige à la vérité. On ne peut pas jouer la comédie avec lui. Ça aussi, quelle chance! Et un enfant qui va bien, s'il se sent aimé, s'il se sait aimer. Donc autant dire que ça vous renvoie quand même à une exigence d'amour très 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 forte. Mais c'est bien, c'est notre baromètre. Voilà. Donc cet enfant, moi j'aime bien aussi terminer en disant qu'il est né il y a 18 ans. Il y a 18 ans, le petit truc en plus n'avait pas encore été tourné. Mais quand je vois ce film qui sort, à l'époque c'était le 8e jour qui existait comme film, Le Repère, qui avait déjà beaucoup marqué les esprits. Aujourd'hui on en est au petit truc en plus. Bien sûr, il reste beaucoup à faire, mais beaucoup de choses bougent et notre fils a de la chance d'être dans ce monde-là. Et toi, Axel, comment as-tu vécu donc ta maternité au quotidien et surtout, quelles ont été les difficultés au quotidien d'être mère? Les difficultés. Eh bien, avant de parler difficultés, on va parler joie, si c'est possible. Parce que finalement, en préparant le podcast, je me suis dit, mais il y en a marre de parler des difficultés. Et j'ai une grande liste de joies que je vais ressortir comme ça, parce que ça a été un peu comme un soleil. Tous les rayons qui sont sortis, auxquels je ne m'attendais même pas. Ce qui est chouette, c'est que c'est venu assez naturellement. Alors, je me suis dit, la première joie qui m'est venue, c'est celle des levées le matin, le week-end, avec les enfants sur notre lit qui venaient faire le toboggan dans notre lit, qui riaient aux éclats. Donc, la joie des câlins partagés avec, je pense à une de mes filles, c'était le glou-glou. Il fallait remplir son réservoir affectif et puis je la vois qui descendait de mes genoux, ça y était, elle allait bien. Elle pouvait repartir dans la vie tranquille. La joie des bons moments en famille, notamment des films qu'on regardait, même si on mettait 20 minutes à choisir le film. La joie des premières fois des enfants, la première dent qui tombe avec la petite souris, le premier tout seul dans la rue, terrorisant pour une maman et en même temps tellement de joie de se dire ça y est, il commence à s'envoler. La joie de l'entrée en maternelle. Et puis là, d'un seul coup, j'arrive déjà à la joie du permis de conduire. Voilà, mais toutes ces joies-là, elles sont fortes. La joie de voir aussi un amoureux, une amoureuse qui arrive dans la vie de notre enfant. Voilà, ça veut dire qu'il est en train de trouver son pôle affectif en dehors de ses parents. Grande joie. La joie de les entendre jouer de la musique ou chanter. La joie de la fête des mères et des petits compliments. Ça, c'était tellement délicieux. Et heureusement, on en a filmé quelques-uns, parce qu'on n'était pas de cette génération-là, mais merveilleux. La joie des petits pyjamas achetés chez Du Pareil au Même quand j'étais enceinte. Et oui, je suis une fille, une vraie, voilà. La joie des retrouvailles après être partie un week-end toute seule à Paris parce que je n'en pouvais plus. Et la joie de tous ces enfants qui me sautaient, de tous les enfants qui me sautaient au cou. La joie des jolies petites phrases inattendues, des petits compliments. T'es la plus belle, maman, comme ça, au milieu voilà, de manière tellement inattendue. La joie des petites escapades familiales dans notre grand trafic familial, dans les différentes capitales européennes, un grand bazar, mais tellement de bonheur à être tous ensemble. La joie des repas en famille qui me sont revenus. J'aime notamment le gigot de Pâques ou la dinde de Noël. Je me suis rendu compte en plus, les enfants grandissant, qu'ils aimaient ça, qu'ils étaient heureux de ça. La joie de l'allaitement. Voilà, vous voyez, je passe de l'un à l'autre allègrement. Ce sont toutes ces joies-là. Et ça, c'est la maternité, c'est des joies uniques qu'on trouve nulle part ailleurs que dans le fait d'être mère. Bien sûr. Mais j'imagine quand même que tout n'est pas de la joie et qu'il y a quand même des difficultés. Ah là là, oui, des difficultés, il y en a. J'en ai parlé dans un autre podcast, pas de la Confédération nationale des associations familiales catholiques, mais dans un autre podcast. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais il n'empêche que celles qui me sont revenues, il doit y en avoir 5, oui. La première, c'est la difficulté d'être mangée par les enfants. L'impression de ne plus exister comme femme, c'est très, très dur. Voilà. Et ce qui fait que la solution que j'ai trouvée, c'est de toujours essayer
d'avoir une activité qui me faisait sentir exister comme femme. Voilà, ce qui fait que je sortais à certains moments de mon statut de mère. J'ai repris des études de psycho, ça a été très important pour moi. Et puis je me suis formée pour une asso que j'ai beaucoup aimée, dans laquelle je suis restée pendant 10 ans. Et ça me permettait de rester moi comme femme, d'exister moi. Et puis j'avais dans une de nos maisons un petit lieu, c'était le bureau de maman. Les enfants n'avaient pas le droit d'y aller. Enfin, ils s'approchaient et après, il y avait une barrière invisible. Ils savaient qu'il ne fallait pas venir là. C'est là où j'existais moi et où finalement, par ces activités intellectuelles, je me ressourçais. Il y a bien sûr la difficulté de l'épuisement maternel. Ça, on ne va pas se voiler la face, c'est évident. Comment je l'ai évité? J'ai été au bord du burn-out, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai eu comme ressources? J'ai eu un homme très présent, très attentif. J'ai été suivie par médecin et psy, normalement, mais je faisais attention à ma santé. Babysitter, on a beaucoup utilisé des babysitters. Il ne faut pas oublier 2 choses, c'est que 1, les enfants étaient ravis, et que 2, ça ne coûte pas si cher que ça, et ça vaut bien 2 restaurants par mois que de prendre un babysitter. Voilà, on se dit, les restaurants, on les fera plus tard, mais la santé de maman, ça vaut la peine. Je me suis mise en retrait aussi plusieurs fois, c'est-à-dire que je partais pour peu de temps, une demi-journée, ou voilà, et je voyais le bienfait. Donc, ça me permettait de me recharger, de me ressourcer. Je dis souvent que la maman, c'est un téléphone portable et qu'elle a besoin d'être sur son chargeur de temps en temps. Voilà. Et voilà. Ensuite, il y a une 3e difficulté, c'était la difficulté de ne plus savourer le plaisir d'être mère. Ça, c'est très douloureux. C'est très, très dur. Parce qu'on imaginait qu'être mère, c'était cucu les petits oiseaux. Et puis, on n'est pas si bien que ça comme mère. Donc, ça veut dire que je m'approchais du burn-out, puisque quand on est en burn-out, on est en mode robot, on n'éprouve plus d'affect. Voilà, il y avait une petite solution qui m'avait été donnée, qui a marché. C'était tous les soirs d'aller rechercher 3 petites perles dans ma journée. À l'époque, ça ne se faisait pas tellement, donc c'était nouveau et ça a été efficace. Une autre difficulté, accepter les renoncements, les frustrations liées à la réalité de mère, le nombre de choses qu'on prévoit de faire et qu'on ne peut pas faire. Le week-end en amour, le déj avec une copine, le cours de gym, enfin plein de choses, puisque moi je me suis arrêtée de travailler pendant une bonne 15aine d'années. Tout ça, on ne peut pas le faire à cause des enfants. Et ça, c'est pénible. Et j'ai une femme un jour qui m'a dit, qui était plus âgée que moi en maternité, et qui m'a dit, tu sais, la maternité, eh bien, tu vas apprendre à vivre une forme de dépouillement et petit à petit, tu vas y consentir. Oh, j'ai trouvé ça bien dur, mais elle avait tellement raison. C'est qu'il y a des choses qu'on apprend à lâcher et ça va, la joie est là. La joie est là. Et puis, la difficulté de tenir face au stress et à la pression. Les horaires, les disputes, les inquiétudes, aller à l'école, tenir les activités, etc. Tout ça, c'est terrible. Mais moi, je compare ça, finalement, je parlais de la traversée du Vendée Globe. En fait, ces années-là assez intenses, d'abord, c'est pas tout le temps, mais les moments comme ça, c'est un peu comme vous avez un grain ou un gros cyclone sur votre bateau, ça dure pas tout le temps. Et voilà, à ce moment-là, c'est aussi comme le marathon, on y va à fond, on tient bon, on essaye de trouver 1 ou 2 aides par-ci par-là, mais bon, c'est un moment dur à passer, mais ça ne dure pas toute la vie. J'ai une copine qui me l'a dit aussi un jour, qui m'a dit, tu sais, t'inquiète pas Axel, ça ne durera pas toute la vie. Je n'y croyais pas, mais heureusement qu'elle me l'a dit. Voilà, résultat, quand je regarde ma vie de mère, finalement, oui, il y a eu des difficultés, oui, il y a eu des joies, mais surtout, en fait, je suis contente parce que, je dis souvent, j'ai inventé mon histoire maternelle, personnelle et professionnelle avec l'arrivée de mes enfants et j'ai été l'artiste de ma vie et de mon destin de mère. J'avais le choix, alors j'ai imaginé pas mal de choses, donc reconversion en psycho, j'avais déjà fait de la philo en psycho, j'ai continué à écrire quelques petits articles pendant que j'étais à la maison. Avec mon mari, on a beaucoup pensé travailler l'après, ce que j'appelle maternité active, pour pas que je me retrouve un peu n'ayant plus rien à faire. Et c'était très profitable parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Je suis contente d'avoir donné 15-20 ans, justement les meilleures années de ma vie pour mes enfants, pour ma famille. Et aujourd'hui, finalement, au niveau pro, j'ai un boulot salarié, je suis présidente d'une asso, voilà, c'est que je ne suis pas au 440, je ne siège pas, voilà, je ne suis pas dans cette cour-là, mais voilà. Et au niveau perso,
Et ben, avec mon mari, on a construit une famille, même si elle n'est pas parfaite, on l'a fait. Et ben donc, je suis heureuse de ça, hein, tout simplement. Je me demandais, qu'est-ce que toi, tu as pu voir, qu'est-ce que tu as pu entendre donc sur la maternité, mais aussi pareil sur l'épuisement Mm, maternel, mm, le mm, burn-out mm, maternel mm, dont tu mm, parles. mm, mm. Alors c'est vrai que j'ai ce laboratoire de la maternité avec Elle de Maman. J'accompagne des femmes qui sont un peu en pré-burn-out maternel, voire même en burn-out. Mais les vrais burn-out, c'est pas moi qui les accompagne parce qu'il faut un suivi vraiment thérapeutique assez puissant. Il faut un suivi médical, voilà. Mais moi, j'ai beaucoup de femmes qui sont au bord de la falaise, qui se sentent plus tout à fait bien dans leur vie de mère, qui me disent aussi souvent qu'elles ont franchi une ligne rouge avec leurs enfants, soit qu'elles ont dit une parole qu'elles s'étaient jurées de ne jamais dire, soit elles ont eu un comportement étrange. Et elles me disent, voilà, j'aimerais prendre un petit temps pour moi, et qu'est-ce que vous me proposez, et on travaille ensemble, et effectivement, ça les aide bien. Voilà. Donc, et puis, en écrivant mon livre, Au secours, je me noie, j'ai aussi rencontré beaucoup de femmes qui m'ont confié des bribes de leur aventure maternelle. Voilà. Donc, ça me fait un bon laboratoire. Ce que j'ai vu et entendu, en tous les cas, dans mes accompagnements, la phrase qui revient tout le temps, c'est « je me suis perdue ». Je me suis perdue dans la maternité, et moi je le transpose en je me suis perdue en pleine mer, M-E-R et M-E-R-E. Ce sont des femmes, elles ne savent plus où elles en sont, elles ne savent plus qui elles sont perdues, et c'est pour ça que mes structures, je dis, parce qu'avant d'être une mère, vous êtes d'abord une femme. Et juste ça, déjà, en travaillant là-dessus, ça les aide énormément. Elles se retrouvent elles. Ce que j'ai vu aussi et entendu, c'est des mères totalement épuisées, qui serrent trop les dents, c'est-à-dire qu'elles sont très indépendantes, elles sont dans une forme de toute puissance, mais elles ne disent rien, et donc au bout d'un moment, ça craque, hein. Qui en font aussi sans doute un peu trop pour leurs enfants, qui sont dans une forme de maternité sacrificielle ou même d'idolâtrie de leur enfant, et ça fait de bien à personne, ni à la mère ni à l'enfant, qui sont aussi très contrôlantes, qui veulent tout gérer à la perfection. Donc, c'est ce perfectionnisme aussi qui ne leur fait pas de bien. Et donc, résultat, comme je disais tout à l'heure, elles sont au bord de la falaise, au bord du burn-out. Ce burn-out étant ce que j'appelle la maladie du mal se donner et du trop-plein. Mal se donner, c'est-à-dire que c'est la maladie du don, en fait. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Il y a un ouvrage qui est sorti qui s'appelait comme ça. On se donne, mais pas de la bonne manière. Et puis le trop-plein, c'est trop dans tous les domaines, dans le burn-out. Donc voilà ce que je sais. Alors, ce que j'ai vu et entendu, ce que je sais aussi, c'est que les mères d'aujourd'hui, la configuration est un petit peu différente. J'ai envie de dire que je ne les vois pas encore parce qu'elles sont trop jeunes. Mais en tous les cas, elles travaillent énormément. Et elles en font beaucoup trop. Et elles sont dans un rythme de fou, de rapidité qui est terrible. Ce sont des mères souvent qui sont assez contrôlantes, notamment avec leur conjoint. Voilà, elles aiment bien avoir des conjoints qui font les nounous bis, mais il semblerait que les conjoints maintenant commencent à vouloir eux aussi prendre leur indépendance auprès des enfants. Donc parfois même ça crée un peu des conflits entre la maman et le papa auprès de l'enfant, là où autrefois c'était la maman qui avait le lead. Maintenant, bon, donc c'est un petit peu différent. On a aussi des mères qui sont, ça je l'ai aussi dans mon cabinet, des mères qui sont distantes émotionnellement. Elles travaillent tellement que quand elles arrivent à la maison, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien, il ne reste pas grand-chose pour les enfants. Et on est aussi dans une génération où les pères et les mères sont interchangeables. On est juste dans les rôles, alors qu'il y a forcément, en réalité, il y a bien une spécificité du masculin et du féminin, mais je vois qu'il y a un peu cette... oui, le fait d'être interchangeable, voilà, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas trop, je vous avoue. Et puis, on est dans une génération avec des portables et des réseaux sociaux envahissants qui prennent quand même tout l'espace. Et je dirais, ces femmes n'ont pas forcément le temps de venir voir Elle de Maman, mais je serai là pour elles peut-être dans 10 ans. Parenthèse. Bref, donc, avec ce panorama des femmes que j'ai accompagnées, vues, ce qui les a aidées, ce qui continue à les aider dans mes accompagnements, il y a quelques verbes qui peuvent être intéressants à entendre.
parler. Parler. Je dis que ce soit parler à elle de maman, que ce soit parler à une copine, que ce soit parler à une mère plus âgée. Parler, c'est la base. On ne reste pas avec des difficultés maternelles. Voilà, il faut que ce soit parlé. Ensuite, toutes les femmes que je rencontre, on travaille sur une phrase d'un philosophe juif qui s'appelle Martin Buber et qui a dit cette phrase que je redis ici, tellement elle aide les femmes. Il s'agit de commencer par soi, mais non finir par soi, et de se prendre pour point de départ, mais non d'arrivée. Autrement dit, les femmes et les mères qui viennent, le plus souvent, c'est l'enfant qui est le point de départ. Elles commencent par l'enfant et elles ne mettent pas les choses en ordre. Donc cette phrase, commencer par soi, mais non finir par soi, les aide énormément à remettre les choses à leur place. J'aime bien aussi dire qu'elles, de maman, elles apprennent à danser leur vie de mère. C'est-à-dire que dans la maternité, il y a toujours le danger de dire je donne, je suis une mère parfaite, etc. Mais à quel moment tu échanges? À quel moment tu reçois de ton enfant tout ce qu'il a à te donner? Es-tu dans cette position réceptrice de celle qui va accueillir? Et donc on apprend ça, elle de maman. Les femmes apprennent ça. Les femmes apprennent aussi à se poser sans culpabiliser. Toutes les 2 heures, la pause s'impose. Sur le canapé, 1 minute, une petite lecture, mais je me recharge, l'air de rien, très précieux. Elles apprennent aussi à vivre dans une plus grande fluidité émotionnelle, parce que comme je dis beaucoup, les femmes, elles apprennent à gérer les émotions de leurs enfants, mais elles sont pleines d'émotions, et plus elles seront amies, alliées de leurs émotions, plus elles seront sereines, elles iront bien, et elles s'éloigneront du burn-out maternel. Il y a aussi bien sûr le fait de vivre la charge mentale en duo. Ben oui, un enfant, l'homme et la femme en sont responsables à 50-50. Et donc cette charge mentale dont on parle tant et qui serait réservée aux femmes, en fait pas du tout. Les hommes aussi l'ont, mais pas de la même manière. Et ça doit être vécu ensemble, en duo. La responsabilité, comme je dis, elle est 50-50 et c'est ensemble au turbin. Ça, c'est très important, quel que soit le turbin. Après, reste que chez nous, et je sais que je ne suis pas la seule, chez nous, c'est quand même mon mari qui fait le liquide des freins sur la voiture. Et c'est moi qui fais des choses plus spécifiquement féminines, quand même. Mais bon, il y a le fait qu'on est ensemble, quoi. C'est pas toi, tu t'occupes des gamins, et puis voilà. Non, c'est pas du tout comme ça. Et on en parle souvent. Et puis, ce qui aide aussi beaucoup les femmes, c'est d'essayer de voir, discerner, choisir. Il y a tellement un tout possible aujourd'hui que ça mène au burn-out. Et choisir, certes, c'est renoncer, mais surtout, c'est préférer. Et elles découvrent que choisir, c'est préférer. Qu'est-ce que je préfère? Et ça les aide à alléger leur agenda. Voilà, ça c'est un petit récapitulatif de ce que j'ai vu pendant une dizaine d'années chez les femmes. Voilà. Et je pourrais le compléter avec les secrets, c'est ce que j'ai dans mon bouquin, ou vertus anti-épuisement maternel. J'en ai 5. Il y a l'audace, voilà. Il y a la justesse relationnelle avec les enfants. Il y a la détermination, il y a l'authenticité, il y a le courage. Et si vous voulez en savoir plus, vous lisez mon livre. Voilà, chaque secret ou vertu est développé. Très bien. Est-ce que, avant de finir, il y aurait quelque chose que tu veux dire aux auditeurs, à tous les gens qui nous écoutent? Ouais. Alors moi, c'est vrai que je voudrais redire que la maternité, c'est vraiment l'aventure d'une vie, que je suis profondément heureuse d'être mère, que c'est une aventure exaltante, comme une traversée sur un paquebot en pleine mer, sous tous les temps. Et surtout, je voudrais dire que la mère, elle est vraiment tellement précieuse, tellement précieuse. En fait, pour mon livre, j'avais demandé aux mères ce qu'elles pouvaient dire sur leur maternité. Elles avaient utilisé des mots très jolis. C'est tellement difficile de définir la maternité. Voilà. Mais j'aimerais dire de la mère que c'est celle déjà qui fait advenir la paix. La mère, elle est du côté toujours de l'harmonie, de l'unité. Elle veut, oui c'est ça, elle veut la paix envers et contre tout. Et ça demande un petit peu de temps et même du travail. Parce qu'une famille unie, ça ne tombe pas du ciel. Mais en ça, la mère est très très précieuse. La mère aussi, elle est précieuse parce qu'elle
elle permet à l'autre d'exister comme il est. Ça fait pas longtemps que j'ai mis le doigt sur cette réalité et ça concerne en fait l'accueil et l'écoute. C'est la force de l'accueil. La mère, c'est celle qui accueille. Elle accueille en elle l'homme, elle accueille en elle son petit. C'est pas rien d'accueillir et c'est une force incroyable. Et je crois que vraiment l'accueil permet à l'autre d'exister et que ça, eh bien voilà, en ça, la mère est particulièrement précieuse. Et dans l'écoute aussi, bien sûr, l'écoute des émotions des enfants. Voilà. Et tout ça, ça prend du temps, là encore. Voilà. Oui, la maternité, c'est chronophage. La mère, je dirais aussi qu'elle est celle qui va remettre du réel, elle va remettre de l'humain, elle va remettre de la chair dans ce monde qui se voudrait virtuel. L'enfant qui hurle ou qui s'arrête pour sentir une fleur ou qui va apprendre la propreté, pardon, mais tout ça, c'est pas virtuel. Et elle nous rappelle ça. Donc la maternité nous rappelle ça et en ça, la mère est précieuse. Que l'enfant, c'est la chair de notre chair. Hein. C'est pas un écran qui nous fait un enfant ou quoi. Voilà, donc ça nous remet au cœur du mystère de l'humain, en fait. Et la mère aussi, elle est précieuse parce que ça rejoint un peu ce que je disais sur la paix, elle est inspiratrice et créatrice de communautés vivantes, riantes et accueillantes. Je crois que vraiment, quand il n'y a pas de mère dans une famille, on voit très bien que c'est un petit peu différent. Oh, bien sûr, la famille peut vivre, hein, mais mon mari me dit toujours, tu sais, quand tu n'es pas là, ça manque de vie à la maison. Et oui, et je crois que c'est une des missions très précieuses des femmes et des mères. La mère qui a le talent pour briser les solitudes et créer des liens. Et puis la mère, elle rappelle la grande loi de l'humanité qui est de porter du fruit. Et oui, une humanité accomplie, c'est une humanité qui porte du fruit. Oh, alors bien sûr, hein, il y a plein de façons de porter du fruit. Il n'y a pas que la maternité, que la paternité. Je pense, j'avais écouté un jour un couple qui toute sa vie avait été en Afrique pour creuser des puits pour les populations défavorisées. Ça, c'est une fécondité. Et il y en a plein d'autres. Et bien sûr, les hommes et les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, on ne va pas dire qu'ils ne sont pas féconds, bien sûr. Mais justement, la mère, elle rappelle que voilà, on est fait pour porter du fruit. Et que pour porter du fruit, ben, il y a une forme dépouillement, il y a une forme de rugosité. Ce n'est pas toujours très drôle. D'ailleurs, j'avais entendu cette phrase à 20 ans que je trouvais très belle, que la maternité, c'est mourir pour faire naître l'amour. Ah oui, quand même, je la trouve très belle. Et puis, j'aime beaucoup cette phrase aussi d'un autre philosophe, Gustave Thibon du XXe siècle, qui disait « Il faut choisir, et ça va parler aux femmes, rester fleur et se faner, ou mourir et porter du fruit. » Mais vous l'avez compris, quand je parle de cette mort, c'est pas mourir pour ne plus exister, pour tomber dans le néant, c'est mourir pour accéder à une forme de joie qui nous est donnée un peu de manière étonnante. On ne s'y attend pas nécessairement, mais elle est réelle, cette joie. Bien. Donc, Axel, tu veux nous lire un petit texte aussi, je crois, un extrait de ton livre, c'est bien ça? Alors en fait, oui, je voulais que c'est pas mon livre. En fait, je les ai empruntés à une nouvelle d'un auteur, Robert Colonna d'Istria, qui est essayiste et journaliste et écrivain. Voilà. Et il évoque dans cette nouvelle la réalité d'une famille rayonnante, en fait, au sein de laquelle la mère a une place privilégiée. Et cette femme, sans en avoir conscience, illumine de sa présence son entourage. Et voilà le résultat. Si vous avez quoi que ce soit de travers, vous trouverez là de quoi vous requinquer, vous refaire un moral, vous réconcilier avec le genre humain, et cela sur tous les plans de l'existence. La famille qui tient cet original commerce est un peu folle, très solidaire, imaginative et généreuse, composée d'individus plus attachants et singuliers les uns que les autres. Leur magasin, ouvert, lumineux, accueillant, ressemble à ce qu'on appelait autrefois la maison du bon Dieu. On se sent chez soi dans cette maison ouverte. Chacun vient y chercher du réconfort, un coup à boire, un repas pas cher, l'impression d'avoir copains, amis, frères.
Bonne raison de ne pas se foutre en l'air. C'est un endroit où les gens écoutent, mais parlent peu. Ces marchands de vie prennent l'exact contre-pied du monde ordinaire et de sa dureté. Loin de la quête d'efficacité et d'argent qui mure portes et cœurs, ils ont recréé une espèce de bulle souriante, gaie, fraîche, où l'on aime mieux donner que prendre, sourire que faire la gueule, soulager plutôt qu'accabler. Attention, leur entreprise n'est pas une secte, pas une entreprise commerciale, pas une entourloupe, non, non. C'est un projet humain, un vrai projet, généreux et enthousiaste qui mobilise une véritable énergie, de vrais talents, des ressources immenses. Voilà, je dirais que ce que je viens de lire, là, ça évoque la famille où la mère a une grande place. Et je terminerai aussi sur, j'ai pas mal parlé de cet aspect parfois un peu rugueux, difficile de la maternité, même si je pense qu'il n'y avait pas que ça dans ce témoignage. Je renverrai aussi à la fable de Peggy, attribuée à Peggy, la fable du casseur de cailloux. Dans ce temps, on a beaucoup parlé de la cathédrale de Paris qui est ressuscitée, on peut dire ça. Pour moi, pour l'avoir vue de l'intérieur, on a même du mal à y croire. J'aime bien, et ça j'en parle beaucoup avec les femmes que j'accompagne, il y a ce tailleur de cailloux, quelqu'un passe, le voit et lui dit « Qu'est-ce que vous faites, mon brave homme ?» Il est courbé, plié en deux, il dit « Tu vois pas, je casse des cailloux. » Voilà, cette même personne voit un deuxième casseur de cailloux, il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Un petit peu plus relevé déjà. » Et le brave homme lui dit « Je nourris ma famille, hein, faut bien, pas le choix. Hein, mais bon, c'est déjà, le message est déjà un petit peu plus positif. » Et puis, il aperçoit un troisième tailleur de cailloux qui a l'air déjà même complètement plus ouvert, plus joyeux, un visage plus souriant. Et pourtant, il fait le même métier. Il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et l'autre le regarde d'un air, d'un air interloqué. Il dit « Tu vois pas, je bâtis une cathédrale. » Je souhaite que les mères puissent découvrir qu'elles bâtissent des cathédrales dans leur petit quotidien. Et je voudrais terminer avec une mention spéciale pour ma propre maman, car ma propre maman a 92 ans aujourd'hui, elle est encore de ce monde. Et voilà, je suis émue en parlant d'elle. Si elle n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Avec tout ce qu'elle a pu m'apporter, nous apporter à notre famille, je la remercie infiniment. Merci beaucoup Axel pour ce témoignage formidable, pour ces conseils très utiles, je suis sûr, pour tous les auditeurs. Vous pourrez donc retrouver ce podcast sur les plateformes Spotify et SoundCloud et sur notre site afc-france.org. Merci encore à tout le monde d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt. Merci.